Bonjour à toutes et à tous, je suis Annelise Selzer et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Lean Connection, un webinaire de l'Institut Lean France destiné aux curieux comme aux passionnés du Lean. Le but de notre rendez-vous mensuel est de vous faire découvrir le Lean sous toutes ses formes, grâce à des entretiens avec des femmes et des hommes qui le pratiquent au quotidien ou écrivent sur ce sujet, et vous donner ainsi envie d'en savoir davantage et d'en retirer des apprentissages pour vous-même. C'est parti! Nous allons donc discuter ensemble dans ce 16e Lean Connection d'un livre de Masaaki Imai qui s'appelle Strategic Kaizen. Alors, on avait déjà parlé ensemble de cet auteur, enfin d'un livre de cet auteur. C'était un des derniers book clubs qu'on avait fait ensemble lors du confinement. Oui, on Donc, était en c'était plein même le, confinement. Ouais. le 30 avril 2020. Mon Dieu. Euh, T'as vu comment on oublie? le confinement ou... Oui, le confinement, c'est incroyable. Les Ouais, choses ouais, il se passent. passe des Hein. choses Le depuis. Covid, Ouais. y a-t-il vraiment eu du Covid? Il revient en tout cas, donc écoute, on ne sait pas, mais c'est ce qu'on dit. Donc en tout cas, on en avait déjà parlé Dans les choses ensemble. extraordinaires de la vie, je trouve la coïncidence. Bon, tu sais, tu connais ma théorie, c'est que le moteur de l'univers, c'est l'ironie. Donc, c'est parfaitement ironique que le Covid soit né dans la ville en Chine où il y a le laboratoire qui étudie et expérimente sur les coronavirus, mais que c'est pas du tout de là que ça a fuité. C'est une coïncidence ou un truc. C'est une ironie. Voilà. Le monde nous fait des farces en fait. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut l'interpréter. Donc du coup, on en avait parlé à cette époque-là. Et à l'époque, je m'en rappelle très bien d'ailleurs, tu avais dit, donc là, le livre dont on avait parlé s'appelle Gemba Kaizen, on va revenir un petit peu dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment, il est plutôt question de Kaizen, il est plutôt question de Gemba, il est moins question de flux. Et tu m'avais dit à l'époque, ouais, quand j'ai rencontré Masaiki Imai au Brésil, je ne sais pas en quelle année, mais au Brésil, il m'a dit qu'il était en train d'écrire un truc sur un peu les flux, un peu la synchronisation. Tu m'avais même pas Ouais, il dit la m'avait fait marrer. synchronisation, Ouais. tu m'as dit la synchronicité. Ouais. Et tu as dit, bon, ben, je sais pas trop ce qu'il voulait dire. Et ben voilà, on a Mais le non, résultat de ces cogitations dans ce troisième livre qui s'appelle Stratégique Kaizen. Alors, pour revenir un tout petit peu sur la carrière de Masaaki Imai, c'est donc un japonais, comme son nom l'indique, qui est né dans les années, hop, 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 je sais plus où il est, où j'avais mis dans les années 30, qui était un économiste et puis qui a travaillé dans un centre de productivité japonais, enfin, qui s'appelle le centre de productivité japonaise, et dans lequel il a fait assez souvent des échanges. Alors, d'abord, il a accompagné des Japonais en Amérique ouais, pour leur montrer un peu la culture américaine, le travail américain, voilà, voilà, dans des domaines industriels, au moment où d'ailleurs, sans doute, le Japon était en phase de reconstruction, ouais, complètement. et donc sur Bah, lesquels il c'était fallait d'ailleurs le revenir. centre de productivité, je crois, était une émanation hein, Ouais, du c'est ça, plan du MacArthur. plan Ouais. pour remettre à flot l'industrie japonaise après voilà, la chute énorme de son activité après la guerre. Après que les Américains leur aient lâché deux bombes atomiques sur la tête. Exactement, donc il fallait aussi les aider à remonter. Et puis, Tu sais que quand la guerre s'est finie, Toyota est tombé sur la liste des usines à bombarder et qui, enfin, je sais plus où j'ai lu ça, ou si quelqu'un me l'a raconté. la liste américaine. La liste américaine et Ouais. qu'ils étaient la suivante. Et que C'est-à-dire que la guerre s'est arrêtée, ils étaient le next on the list. Donc, tu vois ça tient un peu de choses. Hein. ouais. Donc du coup, il a fait ça un temps, puis après, il a fait l'inverse, quand notamment les entreprises japonaises ont commencé à bien gazer chez elles, à remonter en qualité, donc en productivité, et à émerger autour de cette spécificité pour certaines d'entre elles de modes de gestion différents de l'Occident. Il a accompagné pour le coup des Américains pour visiter les entreprises japonaises. Il est assez aussi connu parce qu'il a monté un réseau qui s'appelle les Kaizen Institute, où enfin, il y en a peut-être pas partout dans le monde, mais il y en a dans beaucoup de pays, et qui sont des consultants voilà, qui accompagnent des entreprises dans leur transformation lean, ou je sais pas comment on peut dire ça, ou en tout cas qui sont en tout cas habilités à accompagner les équipes dans leur Kaizen. Euh,
du coup, son premier livre, si on regarde bien, était vraiment sur le démarrage sans doute de sa carrière d'ailleurs. Alors, je sais pas très bien comment il a, alors, non, avant de parler de ça, je voudrais quand même dire quelque chose, avant de rentrer dans le fond du livre. C'est quand même un drôle de livre. C'est un drôle de livre parce qu'il est un peu fourre-tout. Il y a, euh, il y a les convictions de Imai, à la fois sur ce qu'on disait, c'est pourquoi il n'y a pas plus de CIO qui vont développer une stratégie Lean. Il annonce même un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai. Il dit, en gros, il y a 99% des entreprises qui ont une stratégie avec un management traditionnel, et puis il y a 1% qui ont une stratégie Lean. Je sais pas d'où il sort son truc, mais en tout cas, bon, Bon, enfin, mon hypothèse, c'est que les bureaucraties rémunèrent les gens agressifs. bon, C'est tout ça, simplement ça. ouais, C'est qu'en fait, personne n'a aucune idée de quoi il fait, de ce qu'ils font. Et qu'en c'est fait, sans doute. le stock market est à très court terme, donc ils s'en foutent. L'idéologie dominante, c'est quand même le creative destruction schumpeterien. C'est très emmerdant pour le Oui. service public, par exemple. Mais enfin, l'idéologie dominante, c'est que si la boîte meurt, c'est pas la catastrophe. Il y en a une autre qui la remplacera. Et donc, le système choisit juste des gens plus agressifs que les autres. Donc, s'il y a quelque chose qui dénote les CEO que je connais, c'est leur agressivité, tous. Et certains sont astucieux. Donc, il y en a certains qui sont plus malins que les autres, mais dans l'ensemble, Et ils qui ont clairement essayent et éventuellement le essaient de lean, bien faire pas, leur pas boulot. forcément Mais, ça. mais dans Mm. l'ensemble, c'est des connards, hein. Je veux dire, c'est vraiment, ça a été choisi pour leur agressivité. On le voit bien, comment dire, j'ai trouvé le terme récemment, on voit bien, c'est de l'exploitation empathique. L'idéologie à l'heure actuelle, ce qu'on voit sur LinkedIn, c'est de l'exploitation empathique. Mm. Et on voit bien que le besoin d'empathie était très fort sur le terrain, puisqu'il faut faire avaler aux gens des décisions d'exploitation. Là, je lisais un article de Gallup sur le fait que les managers sont tous en burn-out. Ben oui, moins de budget, plus de responsabilités, enfin, les équipes qui veulent plus laisser faire. Donc il y a besoin d'empathie en bas. Mais je pense à toutes les boîtes que j'ai connues, plus tu montes dans les rangs, Ouais. moins il y a besoin d'empathie. C'est juste des décisions froides financières. Le chauffeur de taxi hier me racontait les mecs assis dans le taxi derrière avec leur Excel en train de faire le plan de licenciement en disant lui, ah ouais, lui, ouais, toc, 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 toc. Elle, on va attendre qu'elle rentre de congé maternité, puis après on la vire. Enfin, je veux dire. Et le chauffeur de taxi scandalisé, ne pouvant rien dire parce qu'il est chauffeur de taxi. Et c'est exactement ce que tu trouves, moi, c'est ce que je retrouve à la tête des boîtes, hein. Des MBA formés au management financier. Des MBA formés au management Ouais. financier, mais surtout le fait qu'ils sont ils sont incentivisés à leur agressivité. Ouais. C'est ça qui paye au final Et pour eux. non pas Mm. à l'offense, non pas, c'est pas une agressivité collaborative, c'est pas une agressivité de pousser la boîte. Il y en a qu'on connaît, hein, nous on en connaît, hein. Mais c'est vraiment leur agressivité interne. En fait, je veux dire, c'est pas le fait qu'ils poussent la boîte, c'est plutôt les entrepreneurs sont plus comme ça. Les entrepreneurs, les Mm. boîtes familiales, mais dans ces grosses bureaucraties, on choisit le plus dur, quoi. Ouais, ouais. Et alors, du coup, je reviens à mon livre, qui est un peu, voilà, qui mixte à la fois les convictions de Imai sur cette situation, qui mixte des retours des retours sur enfin, le TPS et la tradition du TPS, les maîtres du TPS. Il y a des grands passages sur Sakichi Toyoda, sur Kishihiro, sur Ono, sur comment ils ont bossé avec leur équipe, comment ils ont mentoré leurs managers. T'as rien Euh, remarqué, non? Comment? Il y a un grand absent. Le troisième, Shingo. euh, Shingo. Oui, il y a un grand Alors, absent. Shingo, Shingo. eh ben, tu vois, il doit être un peu absent de ma culture aussi Oui, à moi. oui, Bah, mais je alors ce connais qui est très très marrant, Shingo, c'est que mais je connais Shingo, qui pas. est quand même un des grands mecs Ouais. du Lean et du TPS, a eu, Imai et Shingo ont la même trajectoire. C'est qu'en fait, ils n'ont rien compris au TPS. Alors c'est très marrant parce qu'en fait, le TPS, donc on est dans les années 50 et 60 et 70, et Toyota est en train de bricoler son truc. Et Shingo fait des cours, lui, il fait des cours de Kaizen, comme Imai. Il fait des cours de Kaizen, et à l'époque, c'était des cours 3P ou un truc comme ça. Et un jour, on lui dit, il paraît que vous êtes très fort en changement d'outil, vous ne voulez pas nous aider là-dessus. Et donc, Shingo va dans l'usine et découvre que Toyota a des kilomètres d'avance sur les changements d'outils. Ils font des changements d'outils déjà en quelques minutes. Il dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire des changements d'outils assez rapides. Et puis ils disent, bon, si, mais là, on a une presse, on ne sait vraiment pas quoi faire. Donc, comme on a appris que vous êtes un grand expert, on va vous demander.
Shingo regarde la presse et il dit, mais la presse, il faut juste l'acheter. Enfin, je ne peux rien faire sur un truc pareil. Donc les mecs partent un peu déçus. Mais par contre, Shingo, lui, dit, attendez, j'ai compris ce que vous faisiez. Vous séparez le travail interne de l'externe. Et là, les gens de Toyota disent, ah bon, c'est ce qu'on fait. Et, et du coup, Shingo fait toute une carrière sur vendre des livres sur le SMED. Alors, ce qui est marrant, c'est que Imai, c'est pareil. C'est lui qui a formulé le concept de Kaizen. Mm. Mais si on se remet dans le contexte historique, il voyait des trucs là, et c'est ça qui explique son troisième bouquin. C'est qu'en fait, c'était un type qui organisait des conférences et des voyages. C'est un peu comme, tu sais, Mami Takeda quand on va au Ouais, Japon. ouais. Mm. Il voyait des trucs, mais Ouais, il c'est comprenait pas. pas... Et on le voit bien sur le lissage, il est sur le Heijunka, il Ah est très ouais, vague. on va revenir dessus, mais c'est pas très clair, ouais. C'est pas très clair. Mm. Et en fait, par contre, le génie du mec, comme Shingo, ça a été de vendre le truc de Kaizen. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler du Lean, c'était, enfin du TPS, c'était mon père qui, je suis tout gamin, et à l'époque, ça ne m'intéresse pas, mais qui était revenu d'une conférence à l'époque, c'était l'Institut Renault de la qualité, en 89, je crois, d'Imai, où il expliquait la notion de Kaizen. J'ai une image là sur les qu'on regardera là tout à l'heure justement sur les projetés, je crois, si lors de cette conférence ou en tout cas dans un truc là-dedans. Donc, c'est Mais assez du marrant coup, son projet dans le livre de se ouais. réinscrire dans l'histoire du truc Oui, parce que c'est pour ça que je son trouve que c'est quand histoire même. personnelle Ouais. est très différente de ça, oui. En fait, je trouve que c'est comme une sorte de livre testament où finalement Ah, j'essaie clairement. de me rapprocher des fondateurs ou je sais pas très bien. Oui, oui, tout à fait. C'est Tu clairement vois, ça. enfin, Et ça le rend et très intéressant d'ailleurs parce que, enfin, c'est pas se rapprocher. Justement, c'est des témoignages assez uniques. Il raconte des trucs qu'on a entendus par ailleurs, mais qui sont clairement très authentiques. C'est oui, très, oui, très, oui. j'adore, c'est très authentique. En fait, il les connaissait. Il ne Et ils connaissaient eux Ce leurs qui est très poussins, enfin intéressant, c'est leur. comme leur système était bricolé et pas du tout Ouais. conceptuel. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs. Les mecs ne savaient pas lui expliquer ce qu'il faisait. C'est très asiatique, c'était de practice by doing. Et donc lui, comme Shingo, on fait partie des gens qui ont créé un concept qui s'est vendu en Occident. Et ça se sent très très fort dans le livre. Par contre, ce que je trouve super, c'est que les témoignages qu'il fait sont très authentiques. Oui, oui, absolument. On entend Et, la voix des gens. et je sais pas si tu as vu, enfin, si tu as en tête la dernière page du livre, vraiment je crois que c'est vraiment la dernière. Je regarderai, mais c'est j'ai rencontré Taishi Ono, on a discuté, on a même fait du golf ensemble. Oui, Et donc, c'est comment je Et me. dans l'usine, on l'appelait moustache parce qu'à l'époque, Ouais, voilà. personne ne peut parler de Voilà. moustache, mais Ouais. et les mecs étaient terrifiés parce qu'il se passait le mot que le moustache arrive et que C'est Ono, terrifiant. pour Ouais. choper les mecs, il rentrait toujours par une porte, il rentrait des côtés de l'usine où on ne l'attendait pas. Enfin, ça sent tellement le vécu, Ouais, ça, ouais, c'est ça. on ne peut pas Et l'inventer en fait. il se reglisse dans l'histoire du TPS, en fait, pour Mm, trouver sa mm, place. Je sais pas, mm. en tout cas, c'est comme si enfin il avait compris, il avait peut-être compris. Parce que je me rappelle quand on avait discuté de Genba Kaizen, il me semble qu'il n'était pas question une seule fois dans le livre, je vérifierai peut-être, mais Lean ou TPS. Les Non. deux mots étaient totalement absents. Alors que là, il dit le Lean, le TPS, Toyota, etc. Là, il est vraiment à nouveau dans je fais partie de la même tradition. Donc c'est assez rigolo de voir ça, d'autant plus que c'était totalement absent de ses livres précédents, quoi. Bah, Alors, moi, je me souviens, là, quand on s'en était parlé, moi, j'ai une tradition différente dans laquelle tu commences par mettre du flux tiré, puis tu vois ce qui se passe. Donc, en fait, je ne comprenais pas ces interrogations. Lui, il venait du Kaizen. En fait, il faut faire les deux, évidemment. Mais lui, il avait, lui, créé le concept de Kaizen. Le concept de ouais, Kaizen, ouais, quand tu ouais. regardes au Japon, il y a du Kaizen, oui, non, c'est pas très clair. Mais lui, il a créé le concept de Kaizen, il a expliqué que c'était ça, le vent du Japon. Et il butait sur cette histoire de synchronicité et de lissage. Et alors, je me souviens de la conversation marrante parce que il m'avait d'ailleurs flatté énormément à la suite de ma présentation. Il était marrante parce que moi je venais de ce monde où tu commences par mettre en place du flux tiré comme une brute, tu vois ce qui se passe et puis Dieu reconnaîtra les siens et puis tu résous les problèmes. Moi. Et à la fin de ma présentation, où j'avais raconté à peu près ça, il m'avait dit, You understand Kaizen. Et en fait, je pouvais pas le savoir à l'époque, mais en fait, il était en train de bosser là-dessus, justement, en train de le lien entre les problèmes de synchronicité de flux, entre les problèmes de flux et de Kaizen.
Et donc, c'était vraiment très marrant de voir à quel point les perspectives dont tu viens te donnent une orientation très, très différente sur ton interprétation des choses, en fait. Mm, mm, mm. Ah oui, ça t'amène pas Par par exemple, les moi, mêmes chemins. Mm, par exemple, moi, j'ai jamais compris le SDCA. La part des standards qu'il donne, et non mais je me souviens parce que dans ses bouquins il en parle beaucoup, mm. c'est lui qui amène, qui oppose à PDCA SDCA. On le trouve nulle part ailleurs. Je l'ai vu dans des manuels de Renault, je crois. Oui, et ça vient de lui. Ça vient de lui. Et c'est vrai quand quand je disais ce truc, et puis je disais mais moi j'ai jamais vu ça. Moi. Donc ça dépend vraiment ce que tu vois à des moments donnés tu vois ou tu vois pas. Très intéressant. Mm. Alors, je vais essayer juste de partager mon écran si je me rappelle comment on fait. Voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que je voulais? Et on va appuyer là, voilà. Donc, je voulais peut-être revenir un tout petit peu justement sur la progression, parce que comment il est parti de... alors, on parlait de Genba Kaizen, qui est son deuxième livre. Euh, Je n'ai jamais été aussi jeune. C'était donc sans doute au Brésil quand tu l'as rencontré, c'est ça? Euh, Oui, sans doute, oui. euh, où il parlait finalement très peu même pas de lean ni de TPS. En fait, il crée le concept du Kaizen, il l'emmène sur le Gemba, et le troisième, tout d'un coup, je dis pas qu'il découvre le flux, mais en tout cas, il explique qu'est-ce que le flux peut apporter, en tout cas, aux entreprises. Et effectivement, on voit cette progression avec des apports qui sont pas inintéressants à chaque fois d'ailleurs. Et là, en tout cas, aujourd'hui, dans ce troisième livre, il commence en disant, finalement, euh, on a en place deux systèmes qui sont le système de management traditionnel et le système de management lean, ou les stratégies traditionnelles des entreprises et les stratégies lean. Et on voit bien qu'elles sont vraiment orientées sur des axes très différents et qui sont très différents. Et comme, alors d'ailleurs, et comme on peut finalement euh, conduire des boîtes avec des objectifs si différents, enfin, ou des façons de faire si différentes. Donc là, il oppose effectivement le management traditionnel qui s'occupe des actionnaires sur le court terme. Et ça, on reconnaît bien l'idée d'effectivement tous les trimestres, tous les semestres, atteindre les objectifs du marché ou attendus par le marché, et être sur le court terme. Et la stratégie Toyota des clients sur le long terme. Donc on est vraiment à l'opposé. C'est pas les mêmes enjeux et c'est pas les mêmes temporalités. Il parle effectivement aussi, quand il décrit les deux systèmes, de progression pour l'investissement. Enfin, du côté du management traditionnel, on est dans l'investissement massif et des machines, des nouvelles machines, alors que dans la stratégie, on est vraiment lean, on est sur du Kaizen et sur de la maintenance et on s'occupe différemment de l'appareil de production. Le niveau d'information vient pas du même endroit, puisqu'il y en a un qu'on regarde l'information sur comme notre Alors capacité. ça, pour le coup, c'est très, très important. Et ça, il Ouais. l'a vu. Ça, il l'a vu, c'est toute la... La différence de lecture de l'information. Ce qu'il faut voir aussi, tous les abrutis qui continuent à faire de la VSM, c'est vraiment faire semblant. La value stream mapping, c'est vraiment faire semblant, puisqu'en fait, on monte le flux de matière, c'est encore du poussé, avec une information qui vient de l'avant. Et tout le truc du MIFA, tout le truc absolument génial de Toyota, c'est Mm. de partir de l'information, de client partir de l'aval. Et donc ça pour le coup, il l'a vu. Ça, c'est très très puissant en fait. Ouais. Il en reparle à plusieurs moments du livre d'ailleurs de cette idée de où est-ce qu'on va chercher l'info. Hum. Et puis après, effectivement, l'idée qu'on va faire de la productivité locale sur les machines ou bien de la productivité globale des personnes. Et alors, évidemment, avec des systèmes aussi différents, on a forcément des résultats aussi très différents. On regardait ça, enfin, il parle d'un concept que moi, j'avais jamais vu nulle part. Je sais pas si tu l'avais vu, le Baratsugi. La Le variation, barat... Ouais, la variation. Alors, je sais pas, est-ce que variation, variabilité, Moura, c'est la même chose que Baratsugi ou... c'est moi. Ouais. C'est moi. C'est tout ce qui est variation. Tout ce qui est variation. Et du coup, c'est la même chose. Enfin, c'est Baratsugi, Moura, ça... Eh ben, oui, mais on se marre avec. Faut voir le truc, on se marre avec mon ami Evin en Norvège, parce que c'est analyst, maybe you should have considered takt time. En fait, quand on regarde Mhm. le takt time, contrairement à la cadence, le takt time t'amène assez naturellement à mettre des ressources régulières sur les trucs.
Donc, pour suivre un takt time, tu dois enlever les variations partout, en particulier les variations de ressources. Et il a cette anecdote très intéressante sur Otaishi Ono, tu sais, sur les fournisseurs Avec c'est Fujitsu, je crois, exceptionnels. qui raconte ça, ouais. Donc, en fait, tu enlèves tout ce qui est exceptionnel et tu apprends au truc normal à absorber progressivement. Tu sais, c'est normal, abnormal. Là, c'est surtout prévisible, imprévisible. Mm, Et c'est un des trucs clés du Henkaten, Change Management. mm. C'est les changements prévisibles et les changements Imprévisible. imprévus. Imprévu. Donc, en fait, ce que ça fait sur les ressources, c'est que ça te stabilise énormément. Ce qu'on fait, nous, avec l'ILF, avec les conventions, surtout, c'est qu'en fait, les gens voient venir, la, savent de quoi ils ont besoin, à quel moment. Et du coup, tu arrives à une adéquation des ressources par rapport à ta demande qui est beaucoup plus forte. Et en même temps, la fameuse stabilité dont on parlait. Donc, cette histoire de tag time, cette histoire de prendre l'information, la lisser avec le tag time, prendre l'information du client, Ouais, du client. Mm. en partant du client, et la lisser avec le tag time, en fait, ça a l'air de rien. C'est juste incroyablement Ouais, c'est une puissant. révolution, ouais. C'est une vraie révolution parce que ça t'amène à des solutions juste complètement différentes. Mm. Donc, en tout cas, lui, il voit ces deux systèmes et il nous dit, c'est pas possible, c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce que quand même, globalement, les stratégies amènent beaucoup plus de croissance, de performance, ça dépense moins d'énergie, ça fait, voilà, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et alors, son grand truc, c'est de dire, en fait, finalement, pourquoi il y a pas autant de CEO qui vont que ça, c'est que le seul outil d'évaluation des boîtes, c'est l'outil financier et qu'on n'a pas d'outil sur la dimension opérationnelle de la boîte qui permet de finalement de dire est-ce que cette boîte est en bon chemin pour sur l'aspect opérationnel. Et donc en fait, son entrée en matière, hein, c'est de se dire comment je peux aider les CIO à mieux voir la dimension opérationnelle et mieux comprendre les opportunités qu'ils ont de construire une entreprise durable, contrairement à leur système classique qui est en une vision court terme. Et c'est là qu'il va nous sortir effectivement son, ce qu'il appelle le FSL. Donc c'est Flow, Synchronization et Leveling. Donc le flux, la synchronisation et le leveling, donc c'est le nivellement, le lissage, enfin, on peut l'appeler des deux façons. Et qui va essayer de nous expliquer dans le livre en disant, bah voilà, il faut qu'on reparte du flow qui est finalement le cœur le cœur du stratégie lean, mais c'est le cœur de la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise a un flow et un flux continu qui se déroule d'une manière rapide, continue, sereine, fluide, etc., tout va bien se passer. Tout ce qui va bloquer le flux va être un problème qu'il va falloir qu'on aille regarder. Est-ce que là, il réinvente finalement avec ces mots tout ce qui a déjà été dit? Il change les mots? Comment tu Oh le non, non, perçois, toi? non, carrément, c'est qu'il essaie de comprendre. Il a raison. Enfin, lui, il est parti du Kaizen. Donc, Ouais. on le sait parce qu'on a fait, Dieu sait. Alors, il faut voir l'importance que ça a eu. L'importance que ça a eu, c'est que tout le monde découvre le Kaizen. C'est ce que j'appelle le taylorisme participatif. C'est-à-dire que brutalement, tout le monde se fait faire du Kaizen partout. On a des démarches Kaizen, on a tous fait faire du Kaizen, mais on fait du Kaizen sur n'importe quoi parce que personne ne sait quel est le problème qu'il faut résoudre. Lui non plus. Et ça l'amène à son deuxième bouquin en disant, bon, c'est Ouais. bien gentil, le J'ai- Kaizen, mais comment est-ce qu'on arrive à faire du Kaizen? Et là, le deuxième bouquin, sa deuxième grande idée, c'est de dire, il faut mettre le patron sur le terrain. Donc, les démarches qu'on fait, toi et moi, on est d'accord que le premier truc qu'on fait, c'est qu'on dit au patron, le deal, c'est on va sur le terrain. On va sur le terrain et on va regarder les... Voilà, on va regarder les problèmes. On va mettre les gens d'accord sur les problèmes. Si on est clair que l'image qu'on est là, c'est un problème, et que les gars, faites-moi quelque chose. Le fait est quand même, on n'a qu'à voir les démarches des consultants, c'est que tout ça passe son temps. Je passe, non, tu n'étais pas avec Pardon. moi, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise, je passais mon temps avec l'idée, on allait regarder, à l'époque c'était avec Norbert Dubois, on allait regarder les Kaizen, feutre rouge et feutre vert à la main. C'était Mm. parce que mon père m'avait raconté que Shingo, quand il allait voir du SMED, il l'avait vu dans l'usine avec, va savoir pourquoi, une patte de poulet et une patte de lapin à la main. Et quand c'était un Fallait mauvais avoir ça quand SMED, il même. disait, vous, Ouais. vous avez la patte de poulet.
Et vous, vous avez la patte de lapin. Alors, ça m'avait tellement amusé que je faisais pareil. Je prenais un marqueur rouge et un marqueur vert. Et puis, le Kaizen administratif à la con, je mettais le marqueur rouge. Et puis, le bon Kaizen qui apportait quelque chose qui rapprochait la valeur du client, Vert. c'était le marqueur vert. Mais cette notion on a fait la book club sur le bouquin là, de Takehiko Arada, de Ouais. rapprocher la valeur du client, Ima, il l'a pas. Donc, Non. en fait, il l'a pas. Donc, lui, il a dit, il faut faire du Kaizen. Ça mange pas de pain, hein, c'est très bien. Deuxième point, pour faire du Kaizen, ce qu'on a tous fait, il faut mettre le CEO sur le Gemba. Et dans l'ensemble, le CEO n'est pas idiot. Il, il reconnaît les opportunités de Kaizen. Et il commence à nous parler de flux, d'ailleurs, dans son premier bouquin. Mais on reste avec le problème très, très concret on ne sait pas où faire du Kaizen efficient. Ouais. On ne sait pas où faire du Kaizen efficace. Et là, il dit, ah mais si, en fait, on sait, c'est ce que je vois Toyota faire depuis des années, il faut faire du flux. Donc le flux, c'est simple, c'est le one make one. T'en vends un, t'en fais un. T'en vends un, t'en fabriques un. Simplement, là, et ça, c'est déjà expliqué dans Gemba Kaizen. Simplement, là, un problème, c'est qu'en fait, c'est bien gentil, mais les organisations sont faites par silos. Donc on est totalement incapable, si tu penses au truc où on voit ensemble, tu es d'accord, ils sont totalement incapables de, d'en fabriquer un quand ils en ont vendu un. Parce que tout est fait en silo. Donc il arrive à un truc qui est en fait l'origine Viva qui dit, bon, il faut synchroniser les flux. Et ça déjà, c'est un step absolument génial. Si tu dis ça, les mecs de Toyota de l'époque, ils t'auraient regardé avec des yeux ronds en disant, ouais, quoi, bon, je sais pas. Donc, on va synchroniser les flux. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça, c'est ce qu'il comprend. Donc, il formalise, une fois de plus, ce qu'il a vu, en fait, mais qu'il a mis des années à comprendre. Parce qu'il ne savait pas ce que c'était que le flux tiré. Ouais, parce il parle quand même, dit, la première chaîne, c'est Ford, le premier Oui, flux oui, sur la Joseph fabrication. Christopher. Mais il dit Ono, après, c'est lui qui a relié finalement Oui, tous les oui, silos de non. l'entreprise. Mais ça, il en parle déjà dans Game of Thrones, en fait. Et après, Ouais, ce je qui se sais pas. passe quand il Ouais, fait sa formulation, ouais. c'est qu'il dit, ouais, mais c'est marrant de synchroniser les flux parce que la plupart des endroits sont faits en batch pour optimiser la cadence horaire. Ouais, bien sûr. Donc, comment synchroniser les flux quand t'as des machines qui travaillent à des rythmes différents? Et donc là, il regarde ce que fait Toyota et il voit le Heijunka, le Le sage. lissage, qui n'est pas que de la stabilisation de la demande, qui est du fractionnement et du mixage. Mais ça, Alain Prioul nous faisait des cours là-dessus il y a 20 ans ou il y a 15 ans à Lille en France. C'est-à-dire, ça dépend d'où on est arrivé. Quand on est dans la supply chain Toyota, t'as ça sur la tranche Day One. Au début, tu comprends rien, mais ils te le font faire tout de suite. En fait, le grand mérite de son FSL. FSL, Ouais, c'est il a décrit la séquence de ouais, c'est problèmes ça. qu'on C'est rencontre. ouais. Donc d'abord, évidemment que tu veux faire du Niklas Modig, là, de faire du flux. Bah, on en est totalement capable. Donc tu veux faire du flux continu. Tu en es totalement capable parce que les boîtes sont organisées en silos. Donc tu vas au next step, ok, on va essayer de synchroniser les silos. Et déjà, si tu arrives à faire ça, même un peu, moi je Oui, vois c'est les déjà. résultats qu'on a Ouais, sur les boîtes. ouais. Tout de suite, c'est spectaculaire. Mais même ça résiste parce qu'en fait, les boîtes sont organisées non seulement en silos, mais en silos, mais avec des vitesses de production complètement différentes. Donc après, il faut lisser. Et cette séquence-là, c'est vraiment très utile de le penser comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que pourquoi ça revient sur le Kaizen, c'est qu'en fait, c'est pas que cette séquence-là fait quoi que ce soit, c'est que cette séquence-là va faire ressortir les problèmes intéressants où il faut faire du Kaizen. Parce qu'on n'y arrive pas, évidemment qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est le truc où les gens ont tellement de mal avec, c'est que tu fais un truc pour ne pas y arriver. Ouais. Évidemment que tu n'y arrives pas. Par contre, en essayant de le faire, les problèmes sur lesquels tu vas buter sont les problèmes qui vont te... C'est la résolution de ces problèmes va te rendre plus performant. Il le dit d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai notée là, que j'ai sous les yeux, qui dit, enfin, ça m'a fait sourire, dans la terminologie Lean, Kaizen désigne toute activité visant à traiter une anomalie du flux. Donc là, tout d'un coup, il remet le Kaizen sur le flux directement. Oui, parce qu'il a compris le lien entre les Ah, deux. le Et lien de la même entre façon, effectivement. enfin, ce qui est lié avec ce que Arada disait, c'est que le Kaizen, c'est rapprocher la valeur du client. Ouais. Mais tu te souviens, Catherine nous avait retrouvé un truc de. On avait visité Danso et Ah ils oui, avaient alors une approche ligne. ouais, et je l'ai pas remis, là, j'ai oublié. Je l'ai pas mis Mais et c'est pareil, on voit que la façon de faire du TPS au début, c'est du flux tiré comme des brutes ouais, pour synchroniser les process, pour faire remonter le problème et après ils disent régler les problèmes. Donc il y a une pratique autour de Toyota ou au Japon
qui, eux, ils l'ont pratiqué, ça, qui est absolument incompréhensible pour nos abrutis de managers. Je vais te lire, si tu veux, la séquence d'Enso. Elle est là. Donc, la develop basic condition one by one production, stock were produced. Alors, premier truc, tu remets les stocks à l'endroit où ils ont été Euh, produits. On t'arrête de déconner, tu ne les mets pas dans un warehouse, tu les envoies pas à l'avance, tu te les gardes. C'est quand même un gros changement. ouais. Transfer cell speed to prod, donc fréquence pick-up leveled. Donc là, on est en plein dans le tag time. Donc Euh, là, c'est là que tu synchronises les flux. hmm. Introduce Kanban et pool. Donc ça, c'est les mécanismes avec lesquels tu synchronises les flux. Particulièrement quand tu as des ruptures de work content, quand tu as des codes de tag time, pas de tag time de cadence. Tu es obligé de tirer flow when you can, pull when you can't. Increase level of just in time, donc reduce the number of batch and of Kanban, je pense. Increase production volume, manpower savings et built-in quality. Donc, en fait, Denso, on voit qu'ils sont dans la chaîne Toyota et ce qu'ils font, ils font du flux tiré comme des brutes pour se rapprocher de la demande réelle, ce qui leur amène à résoudre plein de problèmes intéressants. Ouais. Et d'ailleurs, et l'autre mérite du livre d'Imai, c'est qu'il a bien compris, c'est que ce sont des problèmes d'information. Oui. J'ai eu une discussion avec, mes amis italiens on faisait des présentations sur les avancées lignes et je disais, mais arrêtez avec bullshiter, quoi, c'est du bullshit. Et en fait, on a fini par, il dit, mais ça veut dire quoi du bullshit? C'est une question intéressante. Et on a fini par dire, une bullshit qui est dans le bouquin du Nimai, c'est tant qu'on n'a pas compris l'instruction de production qui a été donnée, qui donne un mauvais résultat client ou qui donne un mauvais résultat sur les gens, c'est du bullshit. C'est qu'en Mm. fait, souvent, le système fait exactement ce qu'un connard de chef lui dit de faire. Il y a eu une instruction. Alors évidemment qu'il bullshit, parce que une fois qu'on voit les résultats catastrophiques, ils veulent tout faire pour expliquer que c'est comme C'est pas ça, eux. C'est c'est pas le eux. système. Mais non, non, c'est pas vrai. À un moment donné, c'est ça le mérite du MIFA. Il y a eu une instruction de production qui a été donnée. Fait plus de ci, fait moins de ça, dont les conséquences sont pas maîtrisées. Ouais, c'est ça. Donc ça, pareil, Ima, il a compris ça. C'est dans sa partie synchronisation, il a compris que la synchronisation des flux, il en parle beaucoup. C'est des instructions de production qui sont données. Et du coup, il arrive au lissage, parce que le lissage, c'est de comment tu améliores tes instructions de production. Et c'est là où on remonte au système, du coup. Oui, Alors, totalement. alors du coup, là, alors, juste pour le. Donc, son FSL, un Flow Synchronization. Alors, il appelle ça Dukika. Je ne sais pas si j'avais jamais entendu ce terme Non personnellement. plus. Et puis L leveling, donc Aijunka. Et du coup, là, c'est l'image que toi, tu m'as envoyée sur comment, justement, en regardant les flux à chaque endroit, finalement, on remonte au système, alors au système qui ont conçu les instructions, au système qui ont. Ah bah oui, production control, c'est là d'où viennent les instructions. En fait, nous, ce qu'on fait qui est très très con, c'est quand on voit un process, casting, machining, assembly, on pense que pour garantir la qualité et l'efficacité, il faut mettre des contrôles dans le process. Donc, on passe notre temps, on a des gens payés pour, ce qu'on a des bullshit jobs, payés pour alourdir le process. Alors, évidemment, on est surpris que rien ne sort. Mais en fait, les gens qui travaillent sont emmerdés sans arrêt sur des checklists, des machins, des reporting, etc., au lieu de travailler. Ce qu'ils ont compris, c'est qu'en fait, les process sont dépendants de conditions. Et il y a des gens qui sont là pour maintenir les conditions, qui sont tout aussi importants que les gens qui bossent. Par exemple, dans le temps, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y avait toujours des débats sur le ratio direct-indirect. Quand tu le voyais du point de vue du Lean, ça n'avait aucun sens. Les indirects sont tout aussi Aussi importants important, oui. parce que c'est eux qui contrôlent les conditions de fonctionnement. Donc là, il se passe deux choses. Là, ce que tu vois, là, c'est que le production control, c'est de là viennent les instructions. Le quality assurance, c'est là viennent d'autres instructions. C'est les instructions de bon ou mauvais. La maintenance, évidemment, c'est là vient la capacité des moyens. Et les facilities, c'est de là vient ton ROA, c'est-à-dire littéralement tes ventes par mètre carré. Mm. Donc c'est une vision juste beaucoup plus pragmatique de comment tu fais fonctionner un process. Et du coup, là, c'est bien une vision globale, c'est-à-dire ton flux, il est au centre, au cœur, mais il est le résultat de tout le De tes fonctionnement ou conditions. dysfonctionnement de la boîte, en fait. En fait, nous, on regarde une machine, c'est un point. Ouais, Après, nous, on est obsédé par la ligne du haut. C'est une machine, c'est un process. Elle est dans un process, on a compris. Mais un process, c'est dans un système. ouais, c'est ça. Les process n'existent pas dans la nature.
Le process, c'est quand le système fait bien les trucs dans séquence, qu'il fait rarement, parce que d'habitude, quand tu appuies quelque part, ça résiste ailleurs. Mais en fait, la vision globale, c'est le système dans son ensemble, et le système, c'est un ensemble de process. Mm. Donc, c'est ce qu'on voit là, c'est qu'on voit, voit le process de fabrication, mais il y a des process qui sous-tendent le truc, et l'ensemble forme un système, oui. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir le flux comme le résultat de comment marche ce système Hein. et comment il a mis en place les bonnes conditions pour que le flux fonctionne. Enfin, Et depuis le début, il a raison sur le Kaizen. C'est-à-dire, mm, mais le truc intéressant, c'est qu'on fait du Kaizen sur le flux, mais on fait aussi du Kaizen sur les conditions. ouais, c'est ça, oui. Et ça, Mais ça, il l'avait pas vu pour le coup de la même Non, manière dans non, les non, bouquins précédents. non, 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 non. Ouais. Et du coup, là, ça nous donne deux terrains de jeu, si je puis dire, pour aller chercher les Kaizen qui vont être pertinents Il par y a rapport à deux, c'est un faire ces... Scooby-Doo, c'est un Scooby-Doo. Il y a deux énormes ruptures. Il y a Mm, la rupture Kaizen, mais ça, on l'a vu tout de suite. C'est l'idée participative. mm, Cette théorie Z de William Uchi, c'est arrivé très tôt du Japon. Et du coup, les gens sont restés, les Américains arrêtent pas de me faire chier là-dessus. Ils expliquent que Taylor a tout inventé dans le lean, rien du tout. Ils sont restés Tayloristes, donc il y a un mec qui optimise le process, mais il faut le faire avaler à des gens, dans lesquels on fait des activités. Vous m'arrêtez pas, là, vous m'écoutez, vous l'avez tous fait. On fait mm, venir deux pauvres opérateurs dans un groupe de travail pour être un alibi du changement qu'on veut faire. Donc c'est du Taylorisme participatif. Donc la partie participative, Uchi l'avait vu, c'était la théorie Z, ça fait fureur dans les années 80. C'est important. Mais il y a l'autre grande rupture qui est le passage en flux terrestre. mm. On prend l'information, d'abord on comprend l'importance de l'information, et deuxièmement on prend l'information de l'aval et pas de l'amont. Et ce truc-là, ça reste la pierre d'achoppement, c'est-à-dire là, ça reste le truc qu'en Occident on refuse de comprendre parce que ça nous amène à des endroits qui sont trop compliqués pour nos managers, parce qu'ils ne savent pas les résoudre. Donc ils ne s'en sentent pas capables, ils ne comprennent rien. Mais donc Ima, il est parti du Kaizen, il y a plein d'autres gens qui sont partis de la partie flux, et lui, là, ce qu'il fait dans ce bouquin, c'est qu'il marie les deux. Il Ouais, comprend. il réconcilie les Et deux. ces deux Le parties du judoka, le flux, c'est kaizen, comme enfin l'ADN. Il y a les deux hélices qui doivent se mm, produire et qui se produisent en même temps. mm, mm. Et ça, c'est ça qui est. C'est que chercher le flow va te mettre sur les bons problèmes toujours. C'est Oui, une parce que boussole. tout ce qui bloque le flux est potentiellement de la ressource gaspillée, En du... particulier, c'est beaucoup Ouais. de la variation. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que le Donc, flux est fait pour un autoroute est fait pour marcher avec un certain nombre de voitures. À partir du moment où tu as des à-coups, ça commence à faire des bouchons. ouais, ça va te faire des choses qui sont pas aussi performantes que si ça roulait sans... Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est bien quand même une sorte enfin, on voit son chemin et son parcours, sa recherche et il arrive au bout et là, il intègre tout le TPS en fait. Enfin, en tout cas, dans sa réflexion, il a les clients, les deux piliers, les flux tirés et les équipes. En fait, il part, si tu veux, par rapport au TPS, il parle du Ouais. Kaizen et des standards. Donc, très, très tôt, il nous parle de PDCA, SDCA. Après, il comprend le Gemba, il comprend le Jidoka assez tôt. Donc, Gemba Kaizen, il nous parle de Jidoka, il comprend bien qu'il y a un problème de management. Et il comprend bien que si le management ne s'intéresse pas à sa qualité et à la réactivité, il n'y arrive pas. Mais effectivement, il comprend, il amène le point juste à temps très tard, il le comprend tard. Mais ceci dit, on ne peut pas lui en vouloir, il n'est pas le seul, hein. Je veux dire, Oui, absolument. Puis, ça reste le point d'achoppement dans tout ce mm, qu'on fait où les gens te regardent avec des yeux mm, ronds en disant plutôt crever que de faire du juste à temps. c'est trop Alors, dur. d'autant plus que c'est intéressant parce que tu vois, le sensei mon père Hayashi, lui, ce qu'il a expliqué, c'est disait toutes les boîtes travaillent avec un niveau de juste à temps. Parfois, le niveau de juste à temps, c'est 3 mois. Le juste à temps, c'est juste le niveau entre le moment où le client demande un produit spécifique et le moment où il est livré. Alors, évidemment, il y a des stocks partout pour le cacher. Mm. Mais imaginons que chaque produit est différent, bah, il faut combien de temps pour l'obtenir? Donc, en fait, le temps de réponse de n'importe quelle boîte, il y a toujours un temps de réponse. Et que l'astuce du juste à temps, c'est que tu divises par deux. Tu vas chercher à réduire ce temps de réponse. Et c'est une astuce absolument géniale parce que en faisant ça, tu améliores la valeur quoi que tu fasses. Il n'y a pas de moment où tu te loupes. C'est-à-dire que souvent les managers prennent des problèmes qu'ils ont envie de prendre. Il n'y a pas de logique. C'est juste, ça leur passe par la tête, ils ont envie de les prendre. Mm. L'intérêt, c'est que si tu fais ça, tu es sûr que les problèmes que tu vas résoudre Ça vont sera des bons problèmes, améliorer ton c'est clair. retour sur assets de ta boîte Ouais, et ça va mieux se passer. ouais, c'est typiquement Aramis qui divise par 2, par 4, par 10 maintenant, enfin, le temps de livraison d'un véhicule.
Oui, c'est le génie de Nicolas de comprendre que pour maîtriser une boîte comme Aramis, qui est une boîte de commerce, il faut maîtriser son stock de voitures. Ouais. Et donc, Et il a donc grosso modo, lui, le truc, il a compris qu'il fallait avoir les bonnes voitures, mais il fallait pas avoir plus d'un mois de voiture parce que c'est à peu près le stock de voitures qu'il lui faut pour se rapprocher de j'en vends une, j'en fabrique j'en une achète part. une. Ouais. Et puis parce qu'il se passe des trucs au milieu. Mm. Mais en fait, on a vu là dans la crise, on a vu l'explosion de la bulle sur les voitures, les boîtes internationales qui font la même chose qu'Aramis. Et Aramis, on a vu ce qu'ils ont souffert quand il n'y avait plus de voitures sur le marché avec la crise des semi-conducteurs. Mais les résultats sont incroyables par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Mm. Parce que, à nouveau, même la boîte ne sait pas le faire, c'est extrêmement difficile à faire. Mais elle est tenue par cette ambition. Cette ambition de contrôler ce stock global et de toujours le réduire nous amène à. C'est Reis de Bar, hein, Ouais, ouais, ouais. c'est littéralement. Ça nous amène à résoudre plein de problèmes très, très, très intéressants. Et donc quand tu tiens ton flux, les problèmes que tu résous sont jamais cons. Jamais. Et ça vient interroger tous les systèmes qui contribuent à ton. Alors, le truc, c'est que ben, évidemment, tu viens buter tout de suite sur le Mm. fait que les systèmes supports Ouais, sont sont pas désynchronisés. forcément ouais, ni synchronisés, ni bien orientés, ni tout un tas de choses, quoi. Mm. Essentiellement, c'est désynchronisé. C'est qu'ils travaillent à leur rythme et ils vous disent on vous réécrira. On vous réécrira. Moi, je me souviens très très tôt dans l'histoire d'Aramis, le premier truc, ça te fait marrer, le premier truc sur lequel on a buté, c'était dans le circuit des cartes grises, c'était la poste. C'est qu'en fait, en termes de synchronisation, c'était les délais de la poste qui avaient calé tout le process. Comme les délais de la poste, on sait ce que c'est devenu maintenant, qu'ils livrent plus une lettre, ils ont décidé qu'ils n'en avaient plus rien à foutre. Donc les délais de la poste, il y a non seulement des délais longs, mais en plus une variation terrible, puisqu'on ne sait plus jamais comment on va. Je me souviens du moment où on avait compris ça et qu'on avait fait un circuit qui ne passait plus par la poste pour Mm. pouvoir maîtriser le lead time et résoudre le problème du client sur les obtentions de ces documents pour savoir. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les choses sont désynchronisées, au final, le système fonctionne par se caler au niveau du Le maillon plus le lent, moins c'est encore performant. ouais, le plus lent. Et donc, on n'est plus dans un rythme fluide, continu, qui avance. Par contre, ce que nos MBA ne comprennent pas, Oui. c'est qu'en fait, il faut mettre de la ressource en support pour tenir la synchronisation. Mm. Donc, ce qu'ils ont fait, ces abrutis, c'est qu'ils ont réduit les Enlever. ressources super partout en disant le terrain, ça marchera bien. Moi, quand j'entends parler, tu sais, les discussions qu'on a sur notre bouquin sur l'hôpital, là, Mm. quand on en est au fait que c'est les médecins qui font le brancardage parce qu'on n'est pas été capable de leur trouver des brancardiers, enfin, je veux dire, ça devient Et- débile. Quand j'entends que, tu sais, les médecins doivent apporter leur propre bouteille d'eau parce qu'on a réduit les prestations des plateaux repas, enfin, je veux dire, on arrive à un niveau de oui. délire, c'est complètement délirant avec quelque part un abruti de directeur financier, tu sais de qui je parle, qui lui est très content de lui Parce qu'il a fait les économies qu'on attendait. parce qu'il a réduit son budget alors qu'on ne lui a même pas demandé. Donc, effectivement, ce qui est plus difficile à voir, ça, tout le monde en parle dans la presse, les auteurs de management se gargarisent en disant, ah, regardez, les décisions absurdes, tous ces Oui. trucs-là. Mm. Ce qui est difficile à voir, c'est que c'est la désynchronisation des processus qui permet ce genre de choses. Donc, si on prend Reste de Bar chez Aramis, je sais qu'on n'y arrive pas. Les gens on connaît la boîte, on n'a que des problèmes. Mais la boîte est quand même au total plus performante et plus accueillante pour les collaborateurs parce que nos efforts de synchroniser les processus fait que c'est plus performant et que ça leur donne de la place de l'initiative et d'être écoutés parce qu'on les prend au sérieux sur leurs problèmes. Donc, c'est vraiment un autre univers. Ça change complètement de monde. Oui, oui, absolument. Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui sont... Il y a Sylvain qui nous a quittés, il a dû trouver son avion pour repartir. Il était dans un aéroport. Est-ce que parmi les gens qui sont là, vous avez des questions, des remarques, des témoignages, ce que vous voulez? Bon, il y a Yann qui dit, est-ce que c'est l'annonce discrète d'un livre passionnant à venir? Nous espérons. Non, Nous verrons. Yann, on fera l'annonce quand on fera l'annonce. Voilà. Alors, une question de Maurice. Pourquoi la VSM ne sert à rien? Oh là là, mon Dieu. Euh, la VSM,
Le problème de base. Ah, ok. Reprenons le truc d'email. Ouais. Donc, tu as ton premier truc, c'est tu veux arriver à t'en vends un, t'en fabriques un. Flux continu. Le flow continue, ouais. Mais en fait, tu te rends compte que tu as des bouts de process qui sont dans tous les sens. Parce que tu as des machines qui sont faites pour faire de la cadence. Donc, tu regardes ton usine et ton problème, c'est un problème de flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin de comprendre quelles sont les instructions de process, c'est-à-dire le MIFA, Material Information Flow Analysis, c'est-à-dire quels sont les différents produits que tu passes sur une machine et comment tu réduis la taille des séries progressivement en fractionnant en mixant pour avoir un lead time le plus court et le plus stable. Pas très compliqué. Par contre, le VSM te dit, tu vas prendre un produit, faire comme si les autres n'existent pas, et tu vas regarder cette valeur bizarre que j'ai jamais compris, d'efficience du process, c'est-à-dire le temps de valeur ajoutée et le temps de non-valeur ajoutée. C'est du taylorisme pur. Alors, ça ne sert pas à rien dans le cas où tu as un flux unique. Effectivement, si tu as un seul produit à regarder, et parce que tu as une usine dédiée, c'est toujours intéressant de faire un mapping du process pour essayer de comprendre à quoi ça sert. Mais c'est du ROI. C'est bien ça, c'est bien un mode de rapport de flux. Tu es en train d'augmenter ton retour sur investissement des machines telles qu'elles sont. C'est pas du ROA, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de te donner le return on asset de l'ensemble de ton installation. Donc tu peux faire du VSM autant que tu veux. Tu verras jamais les résultats dans ton bottom line. Ta boîte ne sera jamais plus efficiente. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas favoriser un produit avec l'autre. Tu vas faire des arbitrages par là où tu regardes et là où tu ne regardes pas. Et au total, ça va, si tu veux, le temps de production de A et du temps de non-production de B. Donc au total, il va se passer les mêmes trucs que d'habitude. Par contre, par contre, ça ne sert pas à rien. C'est du skilled incompetence. Skilled incompetence, c'est que ça permet d'éviter les problèmes de fond. Tu peux faire des VSM avec des consultants internes et externes. Pendant des années, tu as des sessions d'analyse du VSM, tu as des débats sans fin, etc. Et tu es tout à fait tranquille. Tant que tu fais ça, tu n'es pas en train d'aborder les vrais problèmes. Donc tout le monde est content. C'est notre art français de faire semblant. On adore le VSM. Les Américains ne sont pas mauvais non plus. Parce que tant qu'on fait ça, on n'est pas en train d'aborder les sujets qui fâchent. Ce qui est généralement que l'investissement est complètement débile. Oui, oui, c'est ça, en fait, c'est la question de la capacité machine après, Ah oui. enfin, ouais, donc, merci, nous dit Maurice. Une autre question alors, sur le livre. Je fais l'hypothèse que peu de gens ont lu le livre, mais peut-être même que vous avez lu pour certains Gemba Kaizen, je crois que vous en avez parlé avant, donc enfin, peu importe. En tout cas, si vous avez aussi des questions sur les livres précédents de Imai, enfin, et donc là, en gros le parcours et la réflexion d'Imai sur tout au long de ses livres, n'hésitez pas. Qui a lu Gemba Kaizen d'ailleurs? J'ai peut-être pas demandé, je sais pas comment on peut voter. Il y a peut-être des petites mains ou Je des choses faisais à comme une ça. époque, tu savais faire des trucs où vous Ouais, votez. ouais, je savais faire des sondages. Bon, j'aurais Ouais. dû le... Mais ça se Comme quoi, prépare avant, en fait. la période bénie du confinement est loin derrière nous. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais finalement, quand on fait choses fréquemment, on se souvient bien. Quand on les fait pas du tout fréquemment, SDCA! voilà. Ouais, alors tu vois, même Arnaud nous dit qu'il est toujours sur la liste à lire. Genba Kaizen, moi, j'avais gardé un souvenir. Il est extrêmement concret, en fait. C'est ça qui est assez Oui, intéressant. le dernier aussi, les exemples sont très intéressants. Ouais. C'est pas notre background culturel, donc c'est pas évident, mais c'est très très intéressant. Il est... Alors, il y a marqué une phrase qui m'a marqué sur Gemba Kaizen, le 5S est une discipline librement consentie. Alors oui, il revient d'ailleurs dans ce livre sur comment ils appellent ça, les trois principes ou les trois outils du Gemba. Il y a 5S, standardisation et j'ai oublié le troisième, c'est pas bien du tout. Euh, je vais le retrouver. Tu te rappelles ou tu te rappelles pas? Non. Et je vais le trouver. Mais bref, déjà répondons à la question. Et alors? Il y en a une autre qui vient dans la foulée, donc Généralement, c'est 5S, standardisation et les déplacements. C'est ouais, ça doit être ça, ouais. autour des Seven Waste. Ouais.
Et donc, Yann qui nous dit, pareil, j'ai l'impression de découvrir Email ce soir. Je vais rattraper la vidéo de Gamba Kaizen dans les jours qui viennent. C'est une bonne idée, elle est très bonne. Je vais me faire de la pub. Ima n'est pas facile à lire parce qu'on en parlait, c'est vraiment une pensée japonaise au sens Ouais. de. Si vous, quelqu'un a lu Sun Tzu, si vous Alors n'avez ça, pas c'est lu dans ma pile à lire, mais je l'ai toujours pas lu non si plus. vous n'avez pas C'était lu Sun Tzu, arrêtez tout de suite le lien et Sébastien, allez voilà. lire Sun Tzu. Enfin bref, Ouais. c'est juste hallucinant. Bon. Donc quand on lit Sun Tzu, on voit la pensée chinoise, c'est-à-dire le maître donne des maximes et après il y a des gens, des généraux, etc., qui font des commentaires. C'est-à-dire qu'en fait c'est une pensée, on attaque les sujets en spirale. Et c'est pour ça qu'on a du mal avec cette théorie, parce qu'en fait, la façon dont ça se passe en Asie, c'est qu'ils vous font faire le truc de façon différente jusqu'à ce que vous compreniez. Ce qui est très différent de notre logique discursive à nous, où on doit donner un raisonnement. Donc en fait, ce qu'on a fait avec Annie ce soir, c'est qu'on a remis un ordre logique aristotélicien à un livre qui est beaucoup Il est pas. plus en circulaire. Mais donc, pour lire Ima, il faut vraiment lire chapitre par chapitre de façon indépendante, jusqu'à ce qu'on comprenne. Mais chaque chapitre est vachement bien, vraiment vachement bien. Enfin, je veux dire, c'est très riche, c'est des très bons cas. Il vous parle de choses très qu'on ne lit pas ailleurs, c'est très, très chouette. Et là, enfin, sur ce livre-là particulièrement, il revient quand même sur plein de choses et sur enfin, les différents systèmes. Alors, il a toute une partie de checklist à la fin qui peut être pas inintéressante sur comment on peut finalement s'auto-évaluer peut-être sur un Mhm. certain nombre de critères autour du flux, autour est-ce que l'usine, enfin, ou l'entreprise a une stratégie lean et il est très, Bah, voilà, c'est le JK4 Toyota. Pour que l'opérateur ait confiance. Enfin, on revient sur le problème d'agressivité des cadres. Pour que l'opérateur ait confiance et passe une bonne journée, il faut qu'il sache évaluer lui-même s'il fait du bon travail ou du mauvais Mhm. travail. Donc, l'IMAI prend cette notion et il dit pour qu'un exécutif ait confiance, voilà la façon de s'évaluer pour qu'il sache s'il fait du bon ou du mauvais travail. Comme nos exécutifs à nous sont essentiellement sélectionnés sur leur agressivité, ils n'ont pas besoin de s'évaluer puisque de toute façon, ils ont raison. Et ils passent leur temps à se battre pour expliquer que c'est eux qui ont raison. Donc effectivement, ça ne nous aide pas. Mais c'est la même réflexion, c'est-à-dire comment est-ce que je sais que j'ai raison, comment est-ce que je sais que je travaille bien. Bah, donc il a défini un certain nombre de critères qui sont vraiment très très bien pour voir est-ce que je suis sur les bons sujets. Je suis en train de chercher ces trois trucs. Je vais y arriver, mais évidemment, je n'étais pas au bon endroit. Oui, donc standardisation Oh, 5S et mais Moodle. Bon, c'est Camille, ça. mais c'est de Ah l'idéologie ouais. totale. Tu as déjà vu des standards, toi, des vrais? Où ça? Camille, tu peux brancher ton micro, hein, tu sais. Ouais, je suis là. Vraiment des standards, on voit des opérations, des procédures, etc., mais des standards appliqués. Ouais. Vraiment? Ouais, donc c'est de la. Attends, c'est de l'idéologie managériale la plus totale. C'est le problème de l'huile et de l'eau, c'est-à-dire que ça ne se mélange pas. À un moment donné, de toute façon, l'opérateur, il sait ce qu'il fait et personne ne sait ce qu'il fait. Le standard, c'est totalement de l'illusion du savoir. C'est comme, est-ce qu'on sait comment fonctionne une fermeture éclair ou des toilettes ou des machins? On s'en sert tous les jours. On a une idée vague de comment ça fonctionne. Si tu demandes vraiment d'expliquer comment ça fonctionne, on ne sait pas. Donc, il faut faire attention. C'est qu'au Japon, le standard a un sens très, très différent de chez nous. Donc, chez nous, à nouveau, c'est du skilled incompetence. Imagine le nombre de middle managers ou de consultants que tu peux payer pendant longtemps à faire des standards qui n'ont juste aucun sens. Mais pendant qu'on fait ça, on n'est On pas fait pas en autre train chose. de s'occuper, tu sais, comme dit Amezawa, c'est make Gemba Ouais. people life easier. On n'est pas en train de s'occuper des vrais problèmes. Mm. Ce qui est bien, c'est que ça nous montre des chantiers, enfin pas des La chantiers. Camille, elle dit plus rien, hein. Ouais, c'est Non, ça, mais des endroits où on peut essayer d'aller faire un je petit peu mieux. reformate ma pensée. Mais tout le monde fait ça. Enfin, c'est le truc, c'est l'article de Julie. Le truc qu'on voit au Japon, c'est que les gars sont sérieux, quoi. Ils n'ont pas notre Ouais, capacité hallucinante de faire semblant. c'est clair, ouais. Donc, faire semblant, ça a été étudié par Chris Argyris dans les années 80. Ça s'appelle skilled incompetence. Incompetence, parce qu'on n'est pas en train d'aborder les sujets qui fâchent et faire avancer les choses. Skilled, c'est parce qu'on le fait de façon très adroite et très apprise. Fais venir des consultants chez toi, c'est des skilled incompetence. Ils vont te mettre sur les mauvais sujets, mais ils vont le faire de façon
à droite. Ils vont t'amener des problèmes intéressants, ils vont te promettre de la productivité qui ne sera jamais là. Ils vont faire bosser tout le monde, ils vont faire très peur, ils vont faire bosser tout le monde. On va avoir des résultats sur leur projet. Et au final, on ne va jamais rien voir sur le terrain. Et dès qu'ils sont partis, ça s'enlève, puisque de toute façon, ça ne sert à rien. Mais il ne faut pas penser, il faut faire attention, c'est skilled. Il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas adroits dans leur façon de faire. Donc en fait, quand tu vois ça comme ça, tu vois la demande principale sur les middle managers, c'est ça. Alors il y a une raison, hein. C'est parce que, en Italie, on parlait de PDCA hier encore. Une raison, c'est que le PDCA, c'est des changements, et qu'en fait, un changement est rarement local. Comme c'est un système, Ouais. quand toi, tu veux changer quelque chose, il va falloir que tu négocies avec tous les autres Ouais. les conditions dans lesquelles tu peux le faire. Ouais. Donc, on revient à Ishikawa, à nouveau, je crois, Ishikawa, ça va être dans les années 60, je pense, 50, 60, du comprendre du PDCA et de comprendre que le next process is the customer et de l'imbrication, l'interpénétration des différents trucs. Bon, eh bien, on va peut-être s'arrêter là. Pour finir là-dessus, Oui. il faut comprendre. Olivier, comment il s'appelle, Larue? Le dernier bouquin là, sur le TPS, là, tu sais, dont on parlait à l'ILF. Ah, le truc économique, là, quelque chose. Oui, 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 il faut vraiment Toyota comprendre. économique Il y a le système, quelque chose comme modèle, il y ça, a ouais. Ouais. l'artisanat, ça on comprend tout ce que c'est. Oui. Il y a le modèle de production de masse. Le modèle de production de masse ne marche que si tu vends tout ce que tu produis. Puisque la seule productivité que tu sais faire, c'est en augmentant le volume. C'est pour ça que notre société, enfin, le niveau de surconsommation de notre société est hallucinant. Tout ce qu'on jette, qu'on ne mange pas, ce qu'on te sert dans l'avion, ce qu'on te pousse à acheter, etc. Les vêtements que j'ai dans mon placard que je porte très peu, enfin, je veux dire, le niveau de surconsommation est hallucinant. Alors tout le monde se plaint des effets, mais personne ne comprend le problème. La surconsommation est directement liée à notre modèle industriel parce que la seule façon dont on sait faire de la productivité, ce qui a toujours été une bonne chose pour l'humanité, la productivité, c'est très bien, c'est par le volume. Le génie de Toyota. Mais le génie de Toyota, ça a été d'apprendre à faire de la productivité en décroissance de volume pour pouvoir faire plus de produits et de la flexibilité. Donc ça, c'est un truc qu'on nous expliquait depuis longtemps. Dans une boîte traditionnelle, on fait un produit A qui se vend plus, on arrête tout, puis il faut démarrer un produit B. Donc, ce que Toyota sait faire, c'est diminuer la production de A pendant qu'ils augmentent le B. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus efficient. Et le truc, c'est que plus on se rapproche de sell one, make one, moins on fait de la surproduction et de la surconsommation. C'est juste beaucoup plus astucieux. Par contre, ça demande d'animer les gens pour qu'ils bossent leur qualité et leur flexibilité. Il faut vraiment s'occuper des gens. Il faut vraiment, vraiment s'en occuper, ça ne se fait pas tout seul. Le deal de nos sociétés, c'est de faire semblant de faire ça. Donc, on invente tous les trucs possibles pour ne pas faire ça. Skilled incompetence. Et après, on se plaint que sociétalement, on consomme trop. Mais c'est vraiment des paradigmes, c'est des changements radicaux de modèle. Bon, ça vous laisse silencieux tous. Ça va nous faire une petite réflexion pour notre nuit à venir. Mm. Alors, il y avait quelques messages en plus, dont la phrase favorite de Ono, servez-vous de votre tête, non de notre argent. Je ne sais pas euh, où il l'a dit. Et puis après, il y avait une demande ouais, sur les conseils. Les conseils, on va peut-être pas revenir dessus, mais je pense que dans Gemba Kaizen, il était question de ça. Donc, je vous conseille d'aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le book club du Mais à stratégique. nouveau, c'est super agaçant. Pierre D, c'est Pierre, je ne sais pas qui Ouais, c'est. Pierre, ouais. Vouloir faire comprendre aux collaborateurs l'importance du Kaizen, c'est du terrorisme participatif. Le Kaizen, c'est le follow-up des changements d'ingénierie. Il n'y a rien à comprendre avec un truc, Paul Vaclavitz, on est dans 1970, je comprends un truc, c'est que quelle que soit ta solution, c'est le problème pour les autres. Ta solution est le problème.
Donc, tu veux faire un truc, tu as un problème de business, tu as un changement, tu as une solution, donc c'est un changement. Ça va créer des problèmes à tout le monde et c'est OK. Donc, le Kaizen, c'est qu'une fois que tu amènes ta solution, il va bien falloir résoudre les problèmes des autres. Pour ça, il faut travailler avec eux. Tu n'as rien à leur faire comprendre. Il n'y a pas de faire comprendre l'importance de quoi que ce soit, c'est parfaitement naturel. Tu n'as même pas besoin de t'entendre avec eux. Il va juste falloir bosser ensemble si tu veux que ta solution soit pérenne, puisqu'elle doit résoudre les problèmes qu'elle pose aux autres. C'est Et juste pas en créer parfaitement des nouveaux. naturel. Ouais, Hein? et pas en créer Bah, de si, ça en nouveaux. crée de nouveaux et on va les résoudre jusqu'à ce Ouais, qu'on en ait tout cas, résolu tous les problèmes que ça crée. Et du coup, évidemment que la solution est pérenne, puisque après, c'est mieux. Donc, c'est mieux. Toutes les notions qu'il faut impliquer, emborder les gens là-dedans, indépendamment des changements qui sont dus à l'amélioration du flux, c'est du taylorisme participatif. C'est qu'on leur a mis une solution forcée sur la tête et puis on fait des trucs pour leur faire avaler et c'est désynchronisé. Donc la plupart des démarches que vous voyez, vous verrez que à nouveau, votre flux de changement est désynchronisé de votre flux de Kaizen. On n'est pas en train de faire des Kaizen pour follow-up des changements qu'on a faits. On est en train de faire d'un côté des Kaizen, de l'autre côté des changements. Évidemment que ça ne marche pas. et alors là, c'est encore plus, ça ouvre encore des perspectives plus larges et c'est pas facile. Mais c'est surtout Mais parfaitement logique. ouais, quand on a compris la logique, Ça tombe ça sous le semble sens. évident. Ça semble, Ah voilà, oui, évident. c'est pas très compliqué. Ça tombe sous le sens. Mais ça demande d'aller parler aux gens. Ça demande en fait de ne pas être sans arrêt, de se protéger du fait qu'on n'est pas responsable des problèmes qu'on a créés aux autres par notre changement. Maintenant, c'est devenu assez comique. Je pense qu'on pourrait faire. Bah, il y en a, non? C'est Cécile qui aime bien les sketchs d'un mec là, qui fait des sketchs sur notre vie en société. Oui, C'est qu'à chaque Karine, fois ouais. qu'un intelligent quelque part a amélioré les choses, nous, on se retrouve à gérer les conséquences complètement débiles de ce qu'ils ont fait. Et donc, bah oui, parce que, enfin, effectivement, le problème, c'est un problème de responsabilité, c'est que les gens qui mènent le changement soient responsables du fait qu'au final, ça doit être mieux pour tout le monde qu'avant le changement. Et pas que c'est rien, c'est-à-dire qu'on ne reporte pas sur les autres les conséquences du changement. Ce qui est assez, enfin, c'est pas très difficile à comprendre. Oui, ça paraît normal. Ça paraît très normal, mais bon, normal et normal, c'est Oui, normal au sens moral et normal au sens financier. statistique. Et alors, il y a statistique et après financier, ce C'est pas la même chose, ouais. sont des normaux Exactement. différents. Ouais. Bon, et ben voilà, une plongée dans Imaï qui nous a mené bien loin sur plein de vrais sujets. Et alors, on demande plein de choses sur des suggestions, mais c'est compliqué. Toutes ces réponses sont compliquées. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Michael, merci de Ben, cet merci à échange. toi Voilà, toujours d'avoir qui remet replongé. aussi Non, quelques puis, sujets. enfin, franchement, moi, personnellement, Imai a été vraiment un auteur Ouais. très important pour moi. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Link Connection, probablement le 18 octobre, mais je suis en train de négocier, donc je vous tiendrai au courant voilà, les médias sociaux, les newsletters. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la newsletter de l'ILF, comme ça vous trouverez tous nos rendez-vous, celui-là et puis plein d'autres, si vous avez envie de continuer à nous suivre, voilà, sur les différents sujets qu'on aborde. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et bah, à très Bah, bientôt pour la bonsoir à suite. toi. Et Ouais, puis, et à je bientôt. suis impatient de voir le prochain épisode. Écoute, moi aussi.